Monsieur, dame, Tanguy Koki. Je me présentais comme un petit garçon congolais qui a tenté de diriger la République à travers les élections de 2018, mais qui n'avait pas été élu, étant donné que les élections se sont passées dans un contexte tout à fait particulier. Et depuis ce temps, je me suis redéployé à faire autre chose. Plusieurs choses que j'ai fait. La première, c'est d'être professeur des universités. J'enseigne des cours d'économie, de banque et de finances dans plusieurs universités en RDC, à commencer par l'Université catholique du Congo, l'Université Révérend Kim. Tout récemment, j'étais à l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Et on est en pourparlers, je vais commencer à enseigner bientôt à l'Université de Kinshasa. Très bien. Et politiquement, vous vous déployez comment? Est-ce que vous êtes en alliance, en rapprochement avec certains autres acteurs qui sont dans l'arène politique congolaise? Oh là là, politiquement, j'ai essayé de regarder autour avec qui il faut s'associer. Et j'ai découvert que la politique congolaise, elle est assez spéciale. Si vous avez des mains propres comme les miennes là, il faut vous réserver de serrer les mains à tout le monde, étant donné que dans les mains de tout le monde, on y trouve un peu de tout. On trouve du sang pour ceux qui ont été dans des rébellions, qui ont tué des gens. On trouve de la saleté pour ceux qui ont été dans la gouvernance du pays, qui ont soit été exposés à la corruption, au détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. On y trouve de la trahison. Alors, pour l'instant, j'ai choisi d'évoluer un tout petit peu en dehors de ces politiciens traditionnels, en ayant un parti politique qui regroupe des gens propres. Un parti politique qu'on appelle la force du changement, qui vient d'être accrédité ou agréé par le ministère de l'Intérieur et qui est en train de prendre l'ampleur avec des installations à travers le pays. Très bien, mais j'ai envie de vous relancer sur cette question-là. Mais vous savez très bien que dans le contexte congolais, on ne peut pas évoluer isolément, tout seul. Même les plus grands partis historiques ont des alliances avec certains autres. Comment voulez-vous que Force du Changement soit isolé tout seul? Comment vous expliquez ça? Nous tentons une expérience qui est différente. Les Congolais sont fatigués de la politique de partage du gâteau. Partage du gâteau, c'est-à-dire on se met ensemble comme des vautours, on prend le bien public et on se le partage. Et quand on se le partage, c'est beaucoup plus les intérêts privés qui priment. Personne ne regarde l'intérêt général. Je souhaiterais maintenant me mettre à la place des Congolais qui ont été opprimés. Nous sommes 107 millions de Congolais. Vous savez, 99% de la population congolaise a été exclue du partage du gâteau congolais. Par conséquent, j'essaie de récupérer tous ces 99% des Congolais qui sont déçus de la gouvernance du pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui pour que nous fassions un bloc commun afin de gérer le Congo autrement. En d'autres termes, je voudrais regrouper tout le monde et tenir un tout petit peu à l'égard ceux qui viennent avec des conflits d'intérêts, ceux qui sont responsables de la situation actuelle. Et nous allons voir ce que ça va donner à travers les élections de 2023. Très bien, mais avant d'accorder la parole à Ben Limboa, on vous a connu comme acteur politique. Juste après les élections de 2018, on vous a connu comme étant proche du chef de l'État, le président de la République actuelle. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est comme ça qu'on peut vous définir politiquement? Avez-vous encore cette proximité-là que d'aucuns vous reconnaissez il y a peu là? Non, moi je pense que ceux qui me reconnaissent une proximité qui n'a jamais existé, ils se trompent. J'ai toujours été objectif dans mes analyses. Vous vous rappelez, après les élections de 2018, nous étions 21 candidats. Les 20 candidats ont dit, nous n'allons pas reconnaître le président actuel. Pourquoi? Parce qu'on estimait que les élections étaient entachées d'irrégularités et qu'il n'y a pas eu élection du tout. Moi, en tant que républicain, je leur avais dit, vous savez, je vais faire comme on le fait dans d'autres démocraties plus civilisées, plus avancées, comme aux États-Unis, en France, un peu partout. Si vous estimez que vous avez échoué, reconnaissez celui qu'on a déclaré vainqueur et mettez-vous à la disposition du pays pour pouvoir travailler dans ce cadre-là, si cela donc est convenable. C'est ce que j'avais fait. J'étais le seul candidat à faire un discours public pour accepter la défaite, reconnaître celui qui avait réussi en lui disant « Je vous souhaite bonne chance ». Et je suis même allé le rencontrer personnellement, le féliciter
en lui donnant les 5 volumes du plan Marshall que j'ai rédigé à la sueur de mon front, en lui donnant ça gratuitement, en lui disant, prenez quelques idées si vous pouvez, utilisez cela pour le bien du pays. Et je me suis mis à l'écart. J'ai compris que le président avait lancé une idée qui m'avait paru intéressante. Il avait dit qu'on allait constituer ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation, regrouper tous ceux qui veulent travailler ensemble. J'ai rencontré le président dans ce cadre-là, aux côtés d'autres anciens candidats à la présidence de la République. Nous lui avons présenté certaines idées. J'ai même présenté un mémo qui résumait les grandes idées de comment moi je voyais les choses. Et on s'est dit, on va travailler ensemble. Il s'est fait que plus tard, nous avons remarqué que c'était juste une supercherie. On a utilisé des gens pour créer une histoire qui, en réalité, n'était pas une véritable union sacrée de la nation. On a regroupé les anciens copains, des opportunistes, et ils se sont limités à cela. Et après, on nous a dit, on fait un gouvernement qui inclut simplement ceux qui étaient à l'Assemblée nationale. Et nous savons comment ces gens qui étaient à l'Assemblée nationale sont arrivés là-bas. La plupart des gens n'ont pas été élus. Ils ont marchandé leur position, ils ont acheté en quelque sorte leur appartenance à l'Assemblée nationale. Alors, si c'était ça qu'on entendait par l'union sacrée, j'ai pris des distances par rapport à ça. Je me suis dit, je ne me retrouve pas dedans. Je me suis dit, si nous voulons travailler ensemble, il faut regrouper tout le monde. J'avais donné, par exemple, au chef de l'État l'idée qu'il fallait même que nous puissions attirer dans l'union sacrée tout le monde. Des gens comme les Martin Fayoul, qu'on se mette autour de la table, qu'on définisse comment il faut gérer le pays. Malheureusement, je n'ai pas été suivi. Et j'estime que les opportunistes se sont mis dans un camp et les autres sont restés en dehors de ça. Et personnellement, j'estime que je suis très confortable en ayant une formation politique qui ne s'est jamais compromis, ni dans la corruption, ni dans la mauvaise gouvernance du passé, ni dans les crimes qui ont entaché la République. Nous sommes propres comme la neige. Et je voudrais inviter tous les Congolais qui estiment qu'ils ont été délaissés par la gouvernance du pays, aujourd'hui ou dans le passé, à se mettre ensemble pour que nous puissions gérer le Congo différemment, mais après une victoire très claire, très claire à travers les élections donc, à venir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que cette constatation que vous faites là à propos de l'union sacrée, ce n'est qu'une frustration de votre part? Pas du tout. Vous savez, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Vous voyez la personne devant vous là, j'ai eu une carrière professionnelle florissante. Et ce n'est pas la première fois qu'on m'a offert des postes au Congo. On m'a offert des postes que moi j'ai refusé. Demandé à M. Laurent Désiré Kabila. Il m'avait appelé, fait venir de Washington pour pouvoir m'envoyer à la Banque centrale du Congo. Mais quand j'ai entendu comment il définissait le rôle du gouverneur de la Banque centrale, je lui ai dit, vous savez quoi, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Il définissait le rôle de la Banque centrale. Vous devez regarder tous les matins les réserves d'échange. Nous avons combien d'argent dans le compte du Trésor? Vous venez, vous me dites, moi, président de la République, et nous allons définir ensemble comment il faut utiliser cet argent public. Je lui avais dit, monsieur, vous savez quoi? Une banque centrale ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que il y a la notion de ce qu'on appelle l'indépendance des banques centrales. Si vous voulez gérer les choses comme vous les définissez là, c'est un échec patent. Et l'évolution de la conception politique de la Banque centrale n'a pas changé depuis Laurent Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui. Donc, la frustration que moi je peux avoir, c'est que mon pays ne fait pas des réformes qu'il faut pour qu'il soit géré différemment. On répète les mêmes erreurs du passé et on pense pouvoir réaliser des résultats différents. Et je vous informe qu'on ne peut pas réaliser un résultat différent en ayant les mêmes erreurs qui sont répétées continuellement. D'où ma position reste inchangée aujourd'hui. Noël Tchani a l'impression d'être incompris, ou bien les gens à qui il fait confiance les déçoivent. Non, je dirais peut-être la combinaison de deux. Vous savez, j'ai eu le plaisir et l'opportunité de visiter l'Israël. Quand je suis allé en Israël, je suis allé même au lieu de naissance de Jésus-Christ. J'ai visité la tombe de Jésus-Christ, j'ai fait le chemin de la croix, j'ai vu partout où Jésus est passé. Et après, quand je suis passé en Palestine, j'ai vu des Palestiniens qui semblent toujours être belliqueux, si je peux dire. Et à la fin de la journée, je me suis dit, mais voilà un peuple où le Fils de Dieu avait choisi donc de naître par là. Et une fois qu'il était né, et il avait un message qu'il apportait au reste de l'humanité. Mais partout au monde, les gens l'ont compris, l'ont suivi. Mais chez lui, jusqu'aujourd'hui là, il y a des gens qui se battent encore, qui n'ont pas encore compris que le Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était venu pour sauver l'humanité. Là, vous voulez faire une ramification à votre cas. Je voudrais vous dire simplement qu'un prophète
n'est souvent pas compris à temps. Ça prend peut-être du temps pour que les gens comprennent, mais il ne faut pas lâcher. Quand vous prêchez, continuez à prêcher, parce que chaque jour, il y a quelqu'un qui a compris le message et qui devient aussi messager dans sa communauté. Au bout d'un certain temps, les gens finiront par comprendre. Quand j'ai lancé, par exemple, l'idée de défendre la souveraineté nationale, de combattre l'infiltration au sommet de l'État, j'ai été diabolisé. Il y a des télévisions entières qui ont été achetées avec de l'argent volé où les gens se sont mis à me vilipender. Mais vous savez quoi? Dieu fait des choses telles qu'il les voit. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais ont compris que j'avais raison. Nous sommes un pays infiltré. Et nous sommes infiltrés au sommet de l'État. Et si nous ne prenons pas garde, ce pays va se désintégrer au profit des étrangers. Et la loi que j'avais préconisée, la loi Tiani du verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, c'était pour protéger la souveraineté nationale. L'année dernière, peut-être sur 10 Congolais, il y avait 3 ou 4 qui me comprenaient. Le reste là, 6 ou 7 ne me comprenaient pas du tout. Aujourd'hui, sur 10 Congolais, je peux vous assurer que 8 me comprennent. Il reste encore peut-être 2. D'ici 2023, les 2 là vont se joindre à nous. Parce qu'en 2023, je vais leur demander de faire une sorte de référendum, mais un référendum spécial. Vous voulez que la loi Tiani du verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté passe et devienne la loi de la terre? Votez pour moi comme président de la République. Je vais faire passer cette loi en priorité une fois élue. Et vous allez voir le référendum et le résultat va sortir. Ce sera éclaboussant. Vous avez fait le tour du monde. Lorsque vous regardez la situation de la RDC, cela pourrait se résumer à quoi? Est-ce c'est la mauvaise foi de l'homme ou bien la malgérance de ceux qui ont eu la chance de gérer le pays? Et je peux dire que après avoir visité le monde entier et vu qu'il y a des pays qui n'ont aucune ressource, où la population souffrait beaucoup et qui ont dû se réveiller pour se doter d'une stratégie de développement. Et ils ont exécuté cette stratégie de développement à la perfection. Ils ont transformé la vie des concitoyens donc de ce pays-là. Et quand on arrive dans un pays comme la RDC, un pays qui est tout plein de ressources, où la gouvernance reste trop à désirer et la population en conséquence, elle est clochardisée. Je me suis dit que chez nous au Congo, il y a une combinaison de facteurs qui ont fait que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Un, nous avons eu la malchance d'avoir un mauvais leadership au sommet de l'État. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mauvais leadership des gens qui n'étaient pas préparés à assumer des responsabilités, qui n'avaient jamais eu d'expérience professionnelle avant et qui sont arrivés au sommet de l'État. Conséquence, ils veulent apprendre au sommet de l'État, mais en répétant les mêmes erreurs que les prédécesseurs, au point où le Congo ne fait pas de progrès. Je vous donne l'exemple. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 5 chefs d'État, aucun d'eux n'a été à l'université. Vous vous attendez à quoi? À des miracles. Tant que nous n'avons pas compris cela pour changer, pour doter le Congo d'un leadership donc différent, nous allons continuer à être les damnés de la Terre, les derniers de la planète. Ça, c'est la première chose. 2, maintenant, il faut voir qu'au sommet de l'État, il y a un problème de conflit d'intérêts. Les gens n'arrivent pas là-bas pour travailler pour les Congolais. Ils arrivent là-bas pour travailler pour ceux qui les ont aidés à arriver au pouvoir. Chaque président congolais a eu des sponsors étrangers. Tant que nous avons cette attitude-là, ce comportement-là, nous n'allons jamais nous développer. 3, maintenant, la confusion entre les biens personnels et les biens publics. Je n'ai jamais vu. Par exemple, on parle ici de ce qu'on appelle donc maison civile. Maison civile, vous savez ce que c'est? Prendre les ressources de l'État et supporter des gens gratuitement qui appartiennent à la famille du chef de l'État. Mais ça ne se fait nulle part. Si je suis président de la République, ce sera supprimé. Tous les biens de l'État vont être gérés dans l'intérêt du peuple congolais. 4, maintenant, on n'a pas eu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut regarder quand on a des changements au sommet de l'État. Ça prend combien de temps à un chef de l'État de mettre une nouvelle équipe de gens qui vont travailler, mais une nouvelle équipe composée de gens sélectionnés purement et simplement sur la base de la méritocratie. Posez-vous la question dans un pays de 107 millions de personnes. Est-ce qu'on peut justifier prendre les mêmes et recommencer à zéro ou bien prendre les gens des mêmes familles et les mettre dans des institutions différentes? Pour quel objectif? Et le reste de la République, comment est-ce qu'on va gérer ça? 5, je pense que la jeunesse a été sacrifiée. Tous les programmes gouvernementaux laissent de côté la jeunesse. Si vous voyez, on parle d'un programme par-ci, par-là, ce sont des trompe-l'œil en réalité.
Mais à la fin de la journée s'est complètement sacrifiée. Il y a beaucoup de milliers d'étudiants qui sortent des universités. Mais quand ils sortent, c'est pour devenir quoi? Des chômeurs. Et pour trouver du travail quelque part, il faut avoir une recommandation. Une recommandation pour quoi faire? Il faut créer des conditions telles que chaque étudiant qui sort de l'université, qu'il y ait 3-4 employeurs qui l'attendent pour pouvoir donc le recruter. Et finalement, 6. Nous pensons que le secteur privé doit jouer un rôle important dans notre pays, n'est-ce pas? Ce secteur privé-là, pour qu'il puisse naître, se développer, il faut attirer des investissements de qualité. On ne peut pas attirer des investissements de qualité, tant nationaux qu'étrangers, dans un environnement de conflit d'intérêts, où les gens qui sont autour du chef de l'État, ils pensent que les biens du pays, les ressources minières, naturelles et consorts, sont des choses donc à brader. Ils bradent ça, ils prennent l'argent, ils investissent donc dans les paradis fiscaux à l'étranger au détriment du peuple souverain. Donc, il y a toute cette combinaison de choses-là qui ont fait que le Congo, aujourd'hui, a échoué. Et nous devons recommencer à zéro. Et pour recommencer à zéro, nous avons besoin de doter le pays de leadership différents. Un leadership nouveau, propre, intègre, éduqué, instruit, expérimenté, pour pouvoir faire les choses différemment par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Avant de passer le micro à Cissé, j'ai une dernière question. Vous revenez d'un long séjour, vous étiez au Kasaï. Quel a été le mobile de ces déplacements? Et puis, dites-nous, quels ont été les constats que vous avez faits sur place? En ce qui concerne le mobile, il y avait 3 raisons. D'abord, on ne pose pas une question à quelqu'un qui rentre chez lui. Quel est le mobile de rentrer chez lui? C'est comme quand j'étais aux États-Unis, je vais rentrer en République démocratique du Congo. Quelqu'un me demande pourquoi vous allez en République démocratique du Congo. Je m'en vais chez moi, un point, un trait, et je n'ai aucune explication à donner à qui que ce soit. Maintenant, en ce qui concerne le Kasaï, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Quand je dois partir au Kasaï, je n'ai aucune explication à donner à qui que ce soit. Mais parce que je suis gentil avec vous, je vais vous dire donc les 3 mobiles qui m'ont amené là-bas. Le premier, j'étais invité par l'université officielle de Mbujimayi pour aller dispenser les cours aux étudiants de Master 1, Master 2, les finalistes en sciences économiques et de gestion. J'ai dispensé un certain nombre de cours, 3 cours d'ailleurs, banque, finance, économie, à ces étudiants-là. C'était des cours accélérés pendant 3 semaines et ça m'a permis de voir le niveau de nos étudiants. Ça m'a permis de voir qu'on a des ressources humaines de qualité, qu'il faut former, qu'il faut encadrer. Et si on le fait, on peut tirer beaucoup de dividendes donc, de ces jeunes-là. Il me fallait rendre visite à ma famille. Je suis né dans le Grand Kasaï, j'ai de la famille du côté paternel et maternel là-bas, des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Je suis passé là-bas pour pouvoir me récommunier avec eux, me remettre ensemble avec eux, parce qu'il y a beaucoup de gens que je n'ai pas vus pendant très longtemps. J'ai donné l'exemple de Mme Kabola, qui est la petite sœur propre à ma mère, que je n'ai pas vue depuis le décès de ma mère il y a 50 ans. Donc je suis allé, Dieu merci, elle est vivante, en bonne santé. Je l'ai revue et quand je l'ai revue, j'ai ressenti ça. J'ai senti que c'était mon sang, c'était ma mère en réalité. J'ai pu revoir mon oncle paternel, le petit frère de mon père, Félicien Kamungaluhata. Il est toujours en Mbujimayi, il a plus de 85 ans maintenant. Et c'était un plaisir de pouvoir le voir et de voir toute la famille rassemblée autour de ça. Mais au-delà de cela aussi, j'ai animé des conférences. Quand on est professeur d'université, qu'on est auteur de certaines idées, il faut savoir les partager avec les autres. J'ai animé 2 conférences, une portant sur la proposition de loi Tchiani du verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté nationale et d'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Je l'ai fait au club de la MIBA à Mbujimayi et je l'ai fait aussi au projet du Tonga à Nganajika, chez moi à Nganajika. Et j'ai animé une 2e conférence sur 62 ans après l'indépendance de la RDC. Quelle est la nouvelle vision de développement que nous devons avoir pour que le Congo se développe différemment par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Donc voilà grosso modo les 3 raisons qui m'avaient amené là-bas. Et j'en ai profité pour actualiser le plan Marshall de Nouvelle-Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC. À l'issue de la visite, j'ai annoncé un mini plan Marshall pour développer pas une province, mais les 5 provinces qui constituent le Grand Kasaï, c'est-à-dire Lomami, Sankuru, Kasaï oriental, Kasaï et Kasaï central, parce que j'ai considéré que faire des efforts au niveau de chacune de ces provincettes-là pour développer une seule provincette, ça ne résout pas le problème de l'ensemble. Il faut concevoir une vision de développement qui va toucher, qui va transformer tout cet espace-là qu'on appelle Grand Kasaï
pour réaliser quel objectif? Arrêter l'exode massif des Kassaïens vers d'autres provinces, notamment le Katanga et Kinshasa et d'autres provinces aussi. Créer des opportunités sur place au Kasaï pour retenir les Kassaïens là-bas afin qu'ils ne puissent pas être tentés d'aller chercher mieux ailleurs, mais aussi à contribuer à réduire la pauvreté, à créer des opportunités donc pour tout le monde. Donc voilà grosso modo les grands objectifs que j'avais à poursuivre pour aller là-bas. Merci, Dr Noël Tchani. Nous poursuivons avec entretien. Puisque vous avez fait mention de la loi Tchani, voulez-vous nous dire où on en est-on avec son parcours, son périple parlementaire? Y a-t-il encore de chances qu'on la remette sur la table? Il y a des chances qu'on remette ça sur la table. Je veux que les gens comprennent pourquoi la loi n'est pas encore débattue au niveau de l'Assemblée nationale. La raison étant que pour mettre en valeur cette loi ici, la faire adopter, ça implique une modification de la loi électorale, mais aussi une modification de la Constitution. Dans les deux articles de la Constitution qui sont article 10 et l'article 72, l'article 10 dit que la nationalité congolaise elle est une et exclusive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être congolais et avoir notre nationalité étrangère. Nous devons modifier cela pour introduire le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire quand on est congolais, on reste congolais. Si vous allez à l'étranger, vous prenez 1, 2, 3 000 nationalités étrangères, ça vous regarde. Vous revenez au Congo, vous arrivez aux frontières de la RDC, vous présentez votre passeport congolais, aucune question ne doit vous être posée. Vous réentrez donc dans notre pays. Nous allons adopter cette disposition avec tous les pays du monde, sauf avec les pays limitrophes. Dans un premier temps, étant donné que certains de ces pays-là ont des velléités d'occupation de la RDC. Donc, nous allons restreindre ça dans un premier temps. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il faut changer l'article 72 de la Constitution, qui dit que pour être candidat à la présidence ou aux fonctions de souveraineté, il faut être congolais d'origine. C'est ça que la Constitution dit aujourd'hui. Mais la définition du congolais d'origine, elle est ambiguë parce qu'elle inclut des gens qui ne peuvent pas être loyaux à 100% à l'égard de la RDC. Nous voulons préciser qu'il faut être congolais d'origine, virgule, né de père et de mère congolais d'origine. Cette disposition a existé pendant le règne de Mobutu Sese Seko avec la constitution de la République du Zaïre. C'était ça. C'est pour ça que les gens comme les Kengo Andondo n'étaient pas éligibles pour être candidats à la présidence de la RDC. Mobutu meurt, ils vont en Afrique du Sud tripatouiller la constitution et enlever la portion qui excluait ceux qui ne pouvaient pas être loyaux à 100% à l'égard de la RDC. Et ils veulent donc nous entraîner donc sur ce chemin qui permet l'infiltration au sommet de l'État et la réalisation des conflits d'intérêts au profit de l'étranger. Mais justement, même dans l'hypothèse où on la remettait sur la table pour pouvoir la discuter au niveau de l'Assemblée nationale, quels sont les échos que vous avez? Est-ce que vous pensez que les députés pourront vous suivre? Moi, je pense... Parce que de toute façon, vous ne l'êtes pas, vous ne voterez pas. Ceux qui sont censés voter, y a-t-il de chances qu'ils vous suivent? Je vais vous dire qu'ils vont me suivre. Et je sais qu'ils me suivent déjà. Vous savez pourquoi? Vous savez juste le petit voyage que j'ai effectué pour aller dans le Grand Kasaï. Je quitte ici chez moi, j'arrive à l'aéroport international des dirigeantes dans le salon d'honneur. Littéralement, j'étais surpris de voir que tous ceux qui étaient dedans, qui étaient assis, les gens se mettent debout. Et ils disent bonjour messieurs, des pères et des mères. Chacun s'est présenté. Je dis tiens, vous me connaissez tous ici. Et intéressant, hein? Parmi ces gens-là, il y a quelqu'un, je voudrais d'ailleurs le retrouver, je pense qu'il m'avait donné sa carte de visite. Il m'a dit vous ne me connaissez pas, je le sais. Vous savez d'où je viens? J'ai dit non. Je viens de Bunagana. Je suis résident à Bunagana. Vous êtes très populaire chez nous. Nous souhaiterions que vous puissiez venir là-bas parce que de tous les politiciens congolais, vous êtes la seule personne à avoir compris que notre pays est infiltré. Et nous vivons cela. Nous voulons que vous puissiez venir parler aux gens là-bas. Mais j'ai pris l'avion. Je monte dans l'avion. Les hôtesses de l'air, les pilotes, tout le monde est venu pour prendre des photos avec des pères et des mères. Les passagers se sont mis debout. Le vol a été retardé d'environ 25 minutes. La star. Nous sommes allés maintenant au Kasaï. Partout, c'était la même chose. Je vais vous dire une chose, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas encore vu ça. Il y a ce qu'on appelle des partis politiques au Congo, qu'on appelle des partis qui ont pigeon sur riz. Mais la surprise interviendra en 2023. Parce qu'au-delà de ces partis politiques formels-là, il y a un parti politique informel qu'on appelle des pères et des mères. Ces gens-là, ils sont prêts à doter la RDC d'un leadership différent qui sera détenu par les Congolais et qui va redonner la fierté aux Congolais et surtout défendre la souveraineté nationale. Alors, Noël Tchani, on va parler un peu économie.
la loi de finances, la proposition ou le projet plutôt de loi de finances 2022 a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale, estimé à près de 15 milliards de dollars. C'est vrai que ce sont de projections, mais c'est quand même, c'est environ 30 quelques pourcents en termes d'augmentation comparé à celui de l'année précédente. Vous saluez ces augmentations, ces progrès qu'on enregistre dans la mobilisation des recettes? Vous savez, il faut reconnaître, quand il y a des efforts, il faut reconnaître ces efforts-là. Et quand les efforts ne sont pas suffisants, il faut aussi attirer l'attention que ce n'est pas suffisant. Lorsque Joseph Kabila partait à la fin de l'année 2018, le budget national était de 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, si on est arrivé à 14,6 milliards de dollars, il y a eu des progrès qui ont été faits et qu'il faut saluer et qu'il faut reconnaître. Mais je vous renvoie à 2018. Je vous renvoie à 2018, avant l'élection présidentielle. Moi, j'avais présenté au peuple congolais un plan Marshall qui indiquait que si je suis élu président de la République pendant les 5 premières années, c'est-à-dire le premier mandat, année après année, nous allons vous donner un budget de 20 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que pour les 5 premières années de mon mandat, j'ai tablé sur 100 milliards de dollars de budget, c'est-à-dire 20 milliards de dollars par an. Donc, 14,6 milliards de dollars par rapport à 20 milliards que moi j'avais anticipé, c'est toujours en dessous de ce que je pense au pays est capable de mobiliser. Et j'avais dit aussi qu'à partir de la 6e année, les premières 5 années allaient être consacrées à faire des réformes structurelles et institutionnelles importantes pour remettre le Congolais sur la voie, ou le Congo sur la voie de la bonne gouvernance. Combattre sérieusement la corruption, la prédation des ressources naturelles, les conflits d'intérêts et les détournements des fonds publics. On allait faire ça pendant 5 ans pour que, à partir de la 6e année, le pays atteigne la vitesse de croisière et commence à mobiliser des budgets beaucoup plus importants. Ce pays est capable d'avoir un budget de 75 milliards de dollars par an. À trouver où? C'est ça la question. Parce que le président en place avait promis 80 milliards sur 10 ans. Je ne connais pas sur base de quoi il faisait ça. Je vais vous dire simplement que ce que moi j'avais prévu, c'était que, vous vous rappelez qu'il y a eu un conseiller en matière de lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, qui avait estimé à l'époque, il disait que chaque année, la RDC perdait entre 10 et 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, de détournement de fonds publics. Prenez simplement ces 15 milliards-là qui étaient perdus chaque année et ajoutez au budget déjà de 4 milliards que Kabila avait laissé. On devait avoir le budget de 20 milliards de dollars que moi je visais. Non, j'arrive. On devait déjà arriver au budget de 20 milliards de dollars par an que moi je visais. Donc, on n'a pas fait assez pour récupérer ça. Mais ce qui est décevant aujourd'hui, ce n'est même pas ces chiffres-là. Parce que quand on vous donne 14,6 milliards de dollars, on ne vous dit pas combien a été détourné. Mais nous venons de vivre un épisode assez dramatique dans l'histoire de la gouvernance de la RDC, où le conseiller spécial du président de la République en matière de questions stratégiques se met à négocier avec des investisseurs en leur disant « on va structurer l'opération pour que vous me donniez 20% des investissements que vous allez faire et on va placer cela dans des comptes offshore à l'île Maurice ou bien dans un autre pays. » Mais je voudrais vous dire que 15% prenez par exemple un investissement de 2 milliards de dollars et prenez 20% de cela et vous mettez ça en dehors. Ramenez maintenant ces investissements-là de 20%, mais mettez-les dans le budget de l'État. On arrive facilement au budget que moi je vois de 75 milliards de dollars par an. Justement, laissez-moi vous relancer. Parce que vous avez tout à l'heure dit que vous pensiez récupérer les 15 milliards dont a parlé Luzolo Bambi, qui, n'est-ce pas, s'échapper du trésor public pour mettre dans le compte du budget national. Mais justement, le système qui s'était déjà érigé, le système de la fraude, comment le casser? Parce qu'évidemment, en ouvrant le pouvoir en place, s'employer avec l'IGF à pouvoir y mettre un terme, mais vous voyez combien c'est difficile. Vous pensez que pour vous, ça aurait été tout facile? La divergence entre la gouvernance actuelle et la gouvernance sous Noël Tchani, elle est énorme. Comment est-ce qu'on allait y arriver? Moi, je ne vois pas d'autres alternatives quand on veut lutter contre les antivaleurs que de faire triompher ce que j'appelle l'état de droit dans toutes ses fonctions et comme ça doit marcher. L'état de droit, je veux dire quoi? Nous allions établir un numéro de téléphone.
que tous les Congolais allaient connaître par cœur. Quelque chose comme plus 243 82 00 00 facile à retenir. Et on allait dire, dès que vous êtes Congolais et que vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses illégales pour voler l'argent des caisses de l'État, pour faire la prédation des ressources naturelles ou bien se livrer à des conflits d'intérêts, appelez ce numéro-là et vous les dénoncez. Mais l'IGF a quel numéro aussi? J'arrive. Une fois que vous les avez dénoncés, promettez à ces gens-là, nous promettons à ces gens-là que quand on va mener des enquêtes et on va trouver qu'effectivement, il y avait détournement des fonds publics ou prédation des ressources naturelles, on va vous payer 0,5% du montant qu'on va recouvrer. Je veux vous dire que toute la République ici va appeler pour accuser le voisin qui se livre à ces genres d'activités-là. Ça, c'est la première étape. Maintenant, une fois qu'on vous a accusé, qu'on vous a attrapé, on vous met devant la barre, on vous juge, on vous condamne et on vous met en Makala. Sous la présidence de Noël Tchani, personne ne va dire qu'il a mal aux pieds, mal à la tête, mal aux dents et qu'on doit lui donner un avion privé pour aller se faire soigner à l'étranger. On va lui dire, vous savez quoi, vous êtes un mauvais citoyen. L'argent que vous aviez volé là, ça nous a empêché de construire les hôpitaux pour vous soigner et soigner donc les autres. Vous allez mourir en prison. Quand on va avoir un premier cas de quelqu'un qui est malade et qu'on ne peut pas sortir parce qu'il dit qu'il est malade et qu'il meurt en prison, et un deuxième cas et un troisième, devinez quoi? Tout le monde va se mettre au garde. Ah mais là, ça ne serait plus l'état de droit lorsque vous L'état de laissez droit. les gens mourir en prison. Non, mais parce qu'ils ont volé et ces gens-là, il n'y a pas donc d'hôpitaux. S'il faut les faire soigner, on fait venir des médecins d'un Ngaliema, des cliniques universitaires pour aller les voir en prison. On va les soigner en prison, mais ils ne vont pas avoir des avions privés médicalisés pour les amener donc à l'étranger. Ça, c'est la première étape. Mais maintenant, quand vous sortez des prisons, après avoir purgé votre peine, je ne sais pas, de 10, 20, 30 ans, quand vous sortez de la prison, vous n'êtes pas sorti au bout de vos peines. Vous n'êtes pas éligible pour des mandats électifs ou des postes nominatifs et vous n'êtes pas éligible surtout pour faire des affaires avec l'État, c'est-à-dire vendre des biens et services donc à l'État et vivre de cela. Vous serez en quelque sorte un sous-citoyen en République démocratique du Congo. Quand on va le faire avec une personne, une deuxième et une troisième, tout le monde va se mettre au garde-fou. Merci. Avant d'accorder la parole à Ben Limboa, parce que vous parlez de la question, ça relance un peu la question du train de vie des institutions. On a récemment parlé de 21 000 que percevraient les députés nationaux. Évidemment, même si ça n'a pas été prouvé, noir sur blanc, mais évidemment, ça a fait grand bruit dans l'opinion publique. Comment vous pensez qu'on puisse procéder à la baisse du train de vie des institutions, sachant que pour cela, il faut que les députés qui votent les lois le fassent, parce qu'eux-mêmes sont concernés pour cela. Est-ce que vous le voyez voter un tel texte de loi qui revoit, qui rabaisse le train de vie des institutions dont ils font partie? Dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, que j'avais présenté au peuple congolais en 2017-2018, et que je vais représenter cette fois-ci, mais cette fois-ci actualisée, avec des données sur le terrain. Dans le cadre de ce plan-là, j'avais dit que le train de vie des institutions était trop élevé et que le budget national était tellement petit que toutes les ressources sont absorbées par les institutions au lieu d'être investies dans des projets de réduction de la pauvreté ou de création d'emplois pour le peuple. Comment est-ce que je vois, moi, la réduction du train de vie des institutions? Plusieurs volets dans ça. La première des choses, ce serait de regarder les institutions qui absorbent le budget. On les connaît. La présidence de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Sénat, l'Assemblée nationale et d'autres institutions. On allait réduire considérablement les budgets qui sont alloués à ces structures-là pour qu'elles puissent être formées. J'arrive. Mais c'est une allocation budgétaire. Il faut réserver un pourcentage limité à telle ou telle institution. Pas avoir la présidence de la République qui absorbe 35% de tout le budget national. On allait réduire la présidence de la République, peut vivre avec 10-15% au maximum. On réduit de 35 à 10 ou 15% au maximum. Ça leur suffit largement. Quitte à la présidence de la République de réduire le nombre de conseillers. Ils sont 1000. Pour faire quoi? Il faut réduire le nombre de conseillers et avoir ce nombre limité là avec des termes de référence bien clairs. Quand on a un conseiller à la présidence de la République, on dit conseiller en charge des questions stratégiques. Ça veut dire quoi? Mais la stratégie, elle est sectorielle. Dans chaque secteur, on a un conseiller qui couvre ça. Pourquoi il faut avoir d'autres conseillers qui couvrent des questions stratégiques?
laissez-moi vous relancer. Puisque on Donc, est vous bien m'avez d'accord. posé une question importante, laissez-moi terminer la réponse, s'il vous plaît. Maintenant, ça, c'est la première étape. Réduire le pourcentage de ressources budgétaires allouées à chaque institution. De maintenant, il faut regarder, par exemple, toujours au niveau de la présidence de la République, le nombre de voyages du président. Mais sincèrement, moi, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie, où le président de la République, il est tout le temps parti. Il m'arrive de moments, moi, personnellement, là, de me réveiller un matin et juste me poser la question, mais notre président de la République se trouve où aujourd'hui? Et parfois, je suis perdu parce que je ne sais pas dans quel pays il se trouve. Ça ne marche pas comme ça. Le président doit rester au pays. Il doit travailler sur les problèmes du pays, pas faire le tourisme sur le plan international. 3, maintenant, il faut regarder les institutions. Est-ce que toutes ces institutions valent la peine ou pas? Je donne un exemple. Nous avons un parlement à 2 chambres. L'Assemblée nationale qui a 500 députés et le Sénat qui a 108 sénateurs. Est-ce que vous pensez qu'on doit avoir 500 personnes qui travaillent sur un projet de loi, qui approuvent cette loi-là, et on a besoin de 100 personnes pour lire la même loi parce que les 500 premiers n'ont pas fait un bon travail? Non. Je pense que nous devons supprimer le Sénat et nous limiter à l'Assemblée nationale. Et même au niveau de l'Assemblée nationale, je voudrais proposer quelque chose. Nous avons 26 provinces. On peut avoir 10 députés par province. 10 députés par province, ça nous fait 260. Rien que là, vous avez réduit de moitié le train de vie des institutions. 3, maintenant, je vois ce que le président de la République a fait avec les ordonnances présidentielles tout récemment, la semaine dernière. Mais moi, je déciderai d'assister à des créations de structures rattachées à la présidence comme ça n'a jamais existé avant. Par exemple, je donne un exemple, comment ça s'appelle? On a créé une unité au sein de la présidence Changement de mentalité. pour changer les mentalités. Non, vous ne changez pas les mentalités comme ça avec une structure à la présidence. Vous changez les mentalités en faisant respecter l'état du droit. Toute personne qui viole la loi, on l'amène en justice, on le juge, ça donne un exemple, ça change les mentalités. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, avoir une institution au niveau de la présidence qui gère le portefeuille immobilier de l'État. Mais à quoi sert le ministère donc de l'urbanisme? Donc, je crois que nous devons réfléchir comme ça pour arriver à élaguer certaines institutions qui ne valent pas la peine. Mais au-delà de cela, regardons maintenant, nous avons 26 provinces et nous avons 26 assemblées provinciales. Dites-moi, vous connaissez une seule loi qui a été adoptée par une assemblée provinciale et qui ne s'applique que dans cette province-là? Non. Toutes les lois sont adoptées par l'Assemblée nationale au niveau du pays et s'appliquent à toutes les provinces. Supprimons les assemblées provinciales. Je pense que si nous faisons ce raisonnement-là, nous allons aboutir à réduire le train de vie des institutions. Regardons maintenant le gouvernement. Le gouvernement, on a un gouvernement tantôt de 46 ministres, tantôt de 60 ministres, tantôt, je ne sais pas, ça va arriver jusqu'à 100. Moi, je propose qu'on ait une structure permanente, adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, pour la taille du gouvernement. Ce pays peut fonctionner avec pas plus de 20 ministres. Si on fait ce que je propose là, croyez-moi, on aura réduit le train de vie des institutions. Très on bien. a besoin de moins d'États, mais un État fonctionnel, qu'un État très gros qui ne fonctionne Très pas bien. du tout comme celui que nous avons Ben aujourd'hui. Limboa, vous allez prendre la parole, mais seulement, je voudrais faire remarquer que tout ce que vous faites comme proposition doit passer par une loi. Évidemment, les lois, nous savons que ce sont les députés qui les votent. Est-ce que vous voyez ces députés-là voter un texte de loi qui revoit au rabais leurs émoluments et ceux des membres de la présidence de la République, supprimer l'Assemblée provinciale, vous savez que vous supprimez les emplois pour certains. Est-ce que vous voyez ces députés nationaux voter une telle loi ou revisiter une telle constitution pour revoir à la baisse le nombre d'emplois auxquels ils souscrivent? Maintenant, vous posez une très bonne question. Que faire pour arriver à casser les stand-off actuels? Moi, je dis que nous sommes dans une démocratie, dans un régime démocratique. Il faut s'adresser au peuple congolais. Quand je vous parle là, je m'adresse au peuple congolais. Et j'invite ce peuple congolais à réaliser que j'ai un esprit réformateur. Le pays a besoin d'avoir des gens qui veulent mener des réformes pour changer une situation médiocre à une meilleure situation applicable à tout le monde. Et il n'y a pas meilleur moyen de pouvoir changer les choses que de passer par l'élection. Il y aura élection en 2023. Moi, je voudrais que le peuple congolais sache que voilà un réformateur qui a de très bonnes idées, mais qui ne peut pas les faire passer parce que il y a des gens qui s'assoient au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de toutes les institutions de la République, qui ne font rien, mais qui ne peuvent pas changer les choses comme on le souhaite là.
je demanderai au peuple souverain d'adhérer massivement à la formation politique que je préside, qui est la force du changement. Et je vais vous dire comment il faut y adhérer. Vous envoyez simplement votre nom, prénom et numéro de téléphone et en disant, spécifiant aussi le territoire où vous êtes situé à ces deux numéros, plus 243 82 00 00 988 ou plus 243 85 210 22 22. Nous allons nous mettre ensemble. Nous allons nous présenter aux élections à tous les échelons, présidentielles, législatives, sénatoriales ou même des élections locales. Si nous avons la majorité, voyez-moi, tous les changements que je préconise là, nous allons les faire ensemble. C'est l'occasion de pouvoir donc dire aux gouvernants défaillants aujourd'hui, en leur montrant la carte rouge, en leur disant, votre temps est arrivé. Laissez la place à ceux qui peuvent nous amener des changements dont le pays a besoin pour que nous puissions aller de l'avant. Mais vous ne croyez pas, Noël Tchani, en vous mettant dans cette posture, vous risquerez de mener une guerre perdue à l'avance? Guerre perdue à l'avance, pourquoi? Vous pensez que le peuple congolais est naïf pour ne pas voir ce qui est dans son intérêt? Le peuple congolais n'est plus naïf. C'est une guerre que nous allons gagner. Vous savez pourquoi? Parce que la misère de la population dehors là, elle est totale. J'ai été dans le Grand Kasaï par exemple. Et j'ai pris la même route que le chef de l'État avait prise pour aller de Mbujimai à Ngandangé jusqu'à Kabila. En cours de route, vous vous rappelez que la voiture du chef de l'État s'était embourbée, était clouée au sol dans la boue. Il a fallu que des gardes-corps viennent transporter cette voiture-là, la sortir de là pour lui permettre donc de continuer. Il est parti, n'est-ce pas? 12 mois plus tard, je suis revenu sur la même route. Même situation, rien n'a changé. Et j'ai vu sur la route des gens qui partent de Ngandangika à Mbujimai, une distance de 90 km à vélo. C'est-à-dire le vélo où ils ne pédalent pas. Mais ils ont mis des marchandises sur le dossier et ils sont en train de pousser à pied. Ils font 2 jours, 3 jours en cours de route. La misère, elle est totale. Ce que j'ai vu sur cette route-là, c'est ça le reflet du Congo profond. Je demande à ce peuple-là, soit vous acceptez votre sort et vous continuez comme ça, mais si vous voulez changer, sachez qu'il y a quelqu'un qui est spécialiste du développement, qui peut vous amener de meilleures conditions de vie, qui peut faire les changements que les politiciens qui se sont compromis là avec des accords à gauche à droite ne peuvent pas faire. Moi, je voudrais venir au sommet de l'État sans avoir des accords avec qui que ce soit, mais avec le soutien du peuple congolais. Et nous allons changer tout ce qui doit être changé pour que ce pays puisse fonctionner différemment. Mais ce combat a été mené par, je ne pourrais pas dire mené, mais continue à être mené par Adélie Sessanga, Kabound aussi, on a fait mention par le passé. Tous, nous savons fort bien que c'est resté comme ça, c'est rentré dans la corbeille. Est-ce que vous aurez une nouvelle stratégie? Parmi les gens que vous mentionnez là, et je ne vais pas personnaliser le débat, il y a eu des rebelles parmi eux. On connaît les rebelles quand ils arrivent, ils viennent avec du sang sur les mains. Il y a eu des gens qui faisaient partie de la gouvernance du pays, qui se sont embourbés dans la corruption, les conflits d'intérêts et les détournements des fonds publics. On connaît tout ce monde-là. Vous savez, cet homme-là, regardez-moi très bien, pas de sang sur les mains, pas de tâches dues à la corruption, les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Je suis propre comme la neige. Je demande au peuple congolais de me faire confiance. Nous allons travailler ensemble pour transformer notre situation pour que le Congo devienne un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Mais dans un pays continental que la RDC, schématiquement et techniquement, ça semble difficile de pouvoir gérer seul le pays. Je n'ai pas dit que je vais gérer seul le pays. Je voudrais rassembler avec les autres. Non, je voudrais rassembler tout le monde. Quand je dis tout le monde, je dis tout le monde. Mais chacun va être placé là où il peut travailler, sans pouvoir porter préjudice à l'intérêt national. Nous allons instituer le système de méritocratie, mais nous allons aussi donner la chance à tout le monde. Je ne veux pas avoir cette république-là où toutes les nominations sont faites dans les mêmes familles. On tire les membres de la même famille. Je ne veux pas avoir cette république-là où les enfants qui sortent des universités, ils sont complètement clochardisés, en dehors des institutions. Et toutes les institutions sont remplies de gens qui sont recrutés dans les mêmes familles. Je veux que tous les Congolais aient droit aux mêmes opportunités. La chance doit sourire à chaque enfant congolais. Et pour le faire, nous devons ouvrir ce marché de l'emploi à 107 millions de Congolais. Et chaque personne, y inclut ceux qui ont travaillé dans le passé et qui ont eu des petits péchés, on va trouver donc des mécanismes pour qu'ils soient nettoyés de ces péchés-là, rééduqués, pour qu'ils soient redéployés donc à l'intérieur du Congo afin qu'ils puissent travailler avec de nouvelles méthodes, une nouvelle vision. Ça, nous allons le faire. Mais nous allons donner la chance à tous les Congolais, sans exception. Alors, Kinshasa, ce n'est pas le Congo entier. Le chef de l'État venait d'inaugurer la route
Kalambambouji qui mène jusqu'à l'Angola là-bas. Ne pensez-vous pas que cela pourrait non seulement jeter de base d'un développement, d'un élan de développement, mais aussi et surtout va renflouer davantage le caisse de l'État? Je salue toute initiative qui peut aider le Congo à aller de l'avant. L'idée déjà de penser à faire cette route-là, elle est saluée, elle est à saluer, elle est louable. Maintenant, j'ai des divergences sur la façon dont c'est fait. J'ai regardé la route-là, Kalambambouji, elle part de la frontière de l'Angola, elle arrive jusqu'à Kananga. Moi, je ne sais pas quel genre de vision c'est. Je vous ai proposé un mini plan Marshall pour le Grand Kassai. C'est-à-dire que si vous voulez amener une route comme ça, donc jusqu'à Kananga, au cœur du Kassai, il faut qu'on voit le reste du Kassai, comment ça va fonctionner. Moi, je propose un mini plan Marshall qui va avoir quelques autoroutes qui vont relier les 5 provinces qui constituent le Grand Kassai. Une route qui part de Kalambambouji, qui arrive à Kananga, qui arrive à Mbujimai, qui arrive à Ngananjika et qui arrive à Mweneditu, Luputa et Mweneditu jusqu'à la gare de train. C'est pas une route, mais une autoroute, c'est-à-dire 3 bandes qui vont comme ça et 3 bandes qui viennent comme ça. Vous faites ça, vous avez relié les 5 provinces qui constituent le Grand Kassai. Une deuxième route va partir de Lusambo, arriver donc à Mbujimai, aller à Katanda, Kabinda, arriver jusqu'à Kindu Manyema. Vous avez fait ces 2 routes-là, il y a une troisième ajoutée aussi. Vous avez fait ces 3 autoroutes-là. Toutes les 5 provinces du Grand Kassai ont été reliées. Vous avez résolu un problème. Quel est ce problème-là? De la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur du Grand Kassai pour arrêter l'exode rural vers les autres provinces. Maintenant, il y a un deuxième problème qui se pose. Les gens ont besoin d'avoir accès à l'eau potable, à l'électricité. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous proposons la construction de 5 barrages hydroélectriques. Kafumbwanganajika, Mushi à Kabinda, Tchala Mbujimai, Katende au Kassai central. Vous faites ces 3 barrages hydroélectriques, vous avez résolu pour toujours le problème d'eau, d'électricité. Et vous avez résolu le problème donc des transports. Une fois que vous avez fait, vous avez créé un espace maintenant où on peut déployer les ressources pour développer l'agriculture, l'élevage, la pêche, développer donc le secteur minier parce qu'il y a beaucoup de mines dans le Grand Kassai. Maintenant, on va investir dans l'éducation, dans la santé pour que les gens vivent mieux et trouvent donc des conditions favorables en voyant qu'il y a des opportunités donc là-bas. C'est ça la vision qu'on doit avoir. Mais faire des petites portions de routes par-ci, par-là, ça ne résout pas le problème du développement. Je voudrais qu'on ait un master plan, c'est-à-dire un plan directeur qui nous guide dans le développement de ce que nous voulons donc développer. Et pour l'instant, je ne vois pas ça. Merci. Petit, mais le président de la République parle aujourd'hui à la prestigieuse tribune des Nations Unies. Qu'auriez-vous voulu qu'il dise dans l'intérêt du Grand Congo? Bon, si moi j'étais à sa place, j'aurais saisi l'opportunité de faire un discours historique, de prendre les Nations Unies par leur propre jeu. Pourquoi les Nations Unies regroupent tous les 188 pays du monde et devant cette Assemblée générale, là, représentant les 188 pays du monde, j'allais prendre les Nations Unies, tous les pays du monde à témoin, en disant, depuis 22 ans, nous avons accueilli dans notre pays une force onusienne qu'on a appelé d'abord la MONUC, et après qui est devenue la MONUSCO, composée de plus de 22 000 casques bleus. Et nous avons mis notre confiance dans cette organisation mondiale. Aujourd'hui, nous sommes choqués, sidérés, stomaqués, insultés par les déclarations du secrétaire général des Nations Unies qui hésite, qui ne peut pas prononcer le mot des agresseurs. Ils sont là, assis, ils voient les troupes rwandaises entrer, violer les femmes congolaises, transporter les minéraux amenés à l'extérieur et se comporter comme des bandits, prétextant que ce sont des rebelles congolais. Et les Nations Unies ont toutes ces informations parce qu'il y a eu des rapports d'enquête qui ont été menés. Comment le secrétaire général peut refuser de désigner l'agresseur qui est le Rwanda, qui est donc l'Ouganda? Si ils le font, ça veut dire qu'ils sont complices, ils font partie du problème. Et surtout, ils admettent quelque chose de très grave 22 ans après leur présence ici. Ils disent que les rebelles, les soi-disant rebelles sont surarmés, ils ont des armes plus sophistiquées que les armes de la MONUSCO. Ce que ça veut dire, c'est quoi? La MONUSCO inclut quoi? Inclut les États-Unis, la Grande-Bretagne, tous les pays du monde. Donc, les petits rebelles là, les soi-disant rebelles rwandais, ils sont plus armés que toute l'organisation des Nations Unies regroupant les Nations Unies, les Grande-Bretagne et consorts. Mais quand il y a la guerre russo-ukrainienne, ils se mobilisent à envoyer des armes sophistiquées
à l'Ukraine pour faire la guerre donc à la Russie. Moi, je crois que le masque est tombé. Les Nations Unies, on ne peut pas compter dessus. Je voudrais que le président de la République fasse ce bilan-là et en demandant qu'il faut que la MONUSCO quitte la RDC et qu'on leur accorde jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard pour que tout ce qui était donc de la MONUSCO soit en dehors du territoire congolais. Et nous allons faire affaire avec ces Rwandais-là. Je vais vous dire une chose. Nous avons les FRDC. On peut avoir quelques faiblesses par-ci, par-là. Mais même moi qui ne suis pas militaire, on peut monter une stratégie pour défaire le M23 à Bunagana. Ils vont fuir. Mais quand ils vont fuir, on ne va pas s'arrêter aux frontières. Il faut se préparer à entrer au Rwanda. En entrant au Rwanda, il faut aller extirper le mal par la source. Et le mal, c'est quoi? C'est Paul Kagame. Il faut avoir comme objectif, non pas simplement de chasser les rebelles ou les Rwandais donc de Bunagana. Il faut avoir comme objectif d'aller au Rwanda, d'attraper Paul Kagame, le ramener au Congo, le juger dans les tribunaux congolais, le mettre en prison à Makala. Et nous allons terminer ce problème une fois pour toutes. Merci Noël Tchani. Dernière petite question en 30 secondes. Vous insistez trop sur le fait que vous avez les mains propres et que c'est la raison pour laquelle les Congolais devront vous faire confiance en 2023. Mais savez-vous qu'en 2018, il y a un candidat qui a battu campagne sur cet aspect des choses, qui disait Maboko Pembe, qui a fini par être élu. Mais est-ce que le fait d'avoir les mains propres garantit la bonne gestion une fois élu? Je vous dis qu'il y a une combinaison de facteurs qui peuvent faire qu'un leader qui est élu, il arrive à réussir ou pas. Et je vais vous dire les avantages comparatifs que ce candidat devant vous présente sur... Voilà. Ce candidat devant vous vous dit qu'il a des mains propres et j'ai des mains propres. Je n'ai jamais trempé dans la rébellion. Je n'ai pas du sang sur les mains. Je n'ai jamais détourné un centime de la République. Je n'ai jamais fait la prédation des ressources naturelles ou les détournements des fonds publics ou la corruption. Je n'ai jamais été impliqué. Non, il ne faut pas me comparer à d'autres personnes. Je vous dis qui je suis. Maintenant, après tout cela, je vous dis que ce candidat est préparé pour diriger la RDC. Sur le plan des études, je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Je détiens un MBA en banque et finance d'Adelphi University, donc à New York, une école prestigieuse donc aux États-Unis d'Amérique, dans le Wall Street. J'ai fait un diplôme postdoctoral à Harvard en leadership et management. Je suis bien formé par rapport à tous les présidents que la RDC a connus jusqu'à présent. Je serai le président le plus instruit que la RDC ne puisse élire à un poste comme ça. C'est le point de départ. Mais le deuxième point, c'est l'expérience professionnelle. J'ai une expérience professionnelle qui n'a pas d'égal ici. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la plus grande banque d'investissement et commercial à New York, JP Morgan Chase. Vous pouvez aller sur Internet, vérifier, vous allez voir. JP Morgan Chase, c'est la plus grande banque du monde. 2, j'ai travaillé après JP Morgan Chase à la Banque mondiale pendant 30 ans. Je suis sorti là-bas comme directeur couvrant des pays à l'étranger. Mesdames et messieurs, banquier commercial, banquier d'investissement, banquier de développement, spécialiste de développement. Vous avez déjà vu un président de la RDC qui vient avec telle expérience. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui ferait que je serais le meilleur président de la RDC que ce pays n'ait jamais connu. Je demande au peuple congolais, essayez-moi et vous allez voir ce que ça va donner. Et je vous dis, si vous voulez donc travailler avec nous, s'il vous plaît, appelez-nous ou envoyez donc votre message pour adhérer à la force du changement, le regroupement politique, je répète, les numéros de téléphone sont les suivants, plus 243 82 00 00 988 ou plus 243 85 210 22 22. Essayez-nous et vous allez voir que ce Congo ne sera plus le même. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.